Bien. Donc, on va continuer toujours dans les systèmes distribués. Donc, on avait déjà l'occasion de parler de l'approche basée sur les microservices comme approche de développement des applications. Donc, je vous rappelle que, en principe, l'approche microservice consiste à découper un grand problème en un ensemble de petites applications. Et chaque petite application, c'est ce qu'on appelle un microservice. Et après, quand vous avez beaucoup d'applications, beaucoup de microservices qui sont distribués, donc vous êtes dans des applications, on va dire, massivement distribuées. Et à un moment donné, donc, vous avez besoin de faire communiquer les microservices. Alors, pour les applications classiques, généralement, donc, on peut utiliser des API REST donc, pour faire communiquer les microservices. Mais quand les microservices ont besoin d'échanger beaucoup de données, d'une manière générale, donc il faudrait penser à utiliser donc, une communication asynchrone en passant via ce qu'on appelle des brokers. Alors forcément, donc, dans la pratique, donc, toutes les applications d'une manière générale ont besoin d'échanger des messages à travers des brokers comme RabbitMQ, ActiveMQ, mais également Kafka. Alors en fait, parmi les solutions les plus actuellement utilisées, en fait, un broker comme donc c'est l'occasion d'en parler. En fait, une application, par exemple, une application qui a besoin d'envoyer un message à une autre application. Donc, on a vu que pour travailler d'une manière asynchrone, alors généralement l'application, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un message vers un broker. Un broker, c'est un serveur, une application. Et après, par la suite, c'est ce broker-là qui va se charger de délivrer le message. C'est-à-dire c'est le broker qui va se charger d'envoyer le message à l'autre application. Alors en fait, en principe, toutes les applications généralement utilisent des brokers pour pouvoir échanger les messages. Alors quand vous utilisez WhatsApp, par exemple, quand vous envoyez votre message d'une application, vous voulez l'envoyer à une autre personne, mais votre message, vous l'envoyez vers un broker. Et après, c'est le broker qui va se charger de délivrer le message pour le destinataire. Donc ça, c'est l'architecture d'une manière générale. Okay. Alors, en tout cas, d'une manière générale, les systèmes distribués peuvent communiquer d'une manière synchrone ou bien d'une manière asynchrone. Alors, synchrone, souvent vous utilisez donc des communications REST, par exemple, pour pouvoir faire ça. Et d'une manière asynchrone, donc il faut passer via des serveurs qui vont se charger de délivrer les messages entre les applications. Donc, forcément, on a besoin d'utiliser donc des solutions. Alors, historiquement, donc, au niveau des brokers, depuis très longtemps, il y avait dans J2E, il y avait une API qui s'appelle GMS. GMS, donc, c'est un système de message. C'est une API qui permet de définir un système de messagerie entre les applications, qui permet aux applications d'échanger des messages. Donc, pour pouvoir utiliser GMS, pratiquement, GMS c'est une spécification J2E. Chaque serveur d'application offre un broker GMS d'une manière générale. Et par la suite, donc, vous pouvez utiliser donc, des brokers comme ActiveMQ, comme HornetMQ, comme IBM, Q-Series de IBM, etc. Donc il existe en fait, chaque serveur d'application offre un broker. Alors, et après ces brokers-là, il y a une évolution en termes de performance depuis pratiquement une dizaine d'années. Il y a une évolution, donc pratiquement 2 années, il y a un nouveau modèle qui montre plus de performance par rapport à l'autre. Donc à un moment donné, c'est RabbitMQ qui a apporté, si vous voulez, un niveau de performance qui est très important pour les entreprises. Et après quelques années maintenant, il y a également le broker Kafka qui venait avec un autre modèle qui est plus intéressant, notamment quand on est dans un contexte du big data. C'est-à-dire quand la quantité de messages à échanger entre les applications devient très importante, quand vous avez un grand volume de messages à échanger entre les applications, alors là, dans ce cas-là, il faut choisir le bon broker. Il se trouve que Kafka, donc c'est l'un des brokers, c'est l'une des solutions qui sont très, très, très importantes à ce niveau-là. Donc,
Oui, aujourd'hui, donc si vous voulez, on peut dire, en tout cas quand vous avez un grand volume de données dans un contexte du big data, c'est la meilleure solution. Peut-être l'année prochaine ou dans 2 années, peut-être il y aura d'autres solutions, mais en tout cas, on est en 2019, il se trouve que Kafka, donc c'est l'une des solutions les plus utilisées. En fait, Kafka d'ailleurs, il est développé dans l'origine, il est développé par LinkedIn. LinkedIn, donc si vous voulez, c'est-à-dire pratiquement, eux, ils utilisent Kafka pour pouvoir échanger les messages en tout cas dans leur système. Mais après, donc, en fait, c'est-à-dire, donc Kafka maintenant, bon, il est passé sous la licence Apache. Et bien, il dit que donc il est open source, donc pratiquement c'est une solution qui est utilisée partout. Donc, vous la trouverez donc chez Netflix par exemple. Vous la trouverez donc chez Facebook, enfin en tout cas, donc je n'ai pas exactement pratiquement c'est-à-dire le nombre d'entreprises qui utilisent ça, mais c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Donc en tout cas, maintenant on va essayer donc de voir cet écosystème de Kafka. Donc, Kafka, en principe, Kafka c'est une plateforme de diffusion, ce qu'on appelle le streaming de messages, qui a été développé principalement avec Java et Scala. Donc, Java, c'est un langage que vous connaissez. Bon, Scala, c'est un langage qui est basé sur Java, hein, parce que pour pouvoir faire la programmation fonctionnelle, vous pouvez utiliser du Java, mais il vaudrait mieux travailler avec Scala parce que c'est un langage qui est fait pour la programmation fonctionnelle. Donc, c'est une plateforme qui possède 3 fonctionnalités principales. Ça veut dire que Kafka, il n'est pas uniquement utilisé comme un broker, mais parmi les choses qu'il offre, donc il y a d'abord, il permet aux applications d'une manière générale, clients de Kafka, c'est-à-dire il présente un broker d'abord, c'est la principale fonctionnalité de Kafka. Il présente un broker qui permet aux applications d'échanger des messages. Alors, c'est des messages, quelle que soit la nature du message, bien sûr. Et bien sûr, l'échange de messages se fait via le principe de publier, s'abonner, plutôt publier, s'abonner, ce qu'on appelle publish, subscribe. C'est le principe. Il y a une application qui va souscrire un abonnement dans ce qu'on appelle un topic. Et après, il y a une autre application qui va publier le message dans ce topic. Exactement comme on a fait la dernière fois avec Hazelcast. Donc principalement, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est comme vous êtes c'est le système de la poste, n'est-ce pas? C'est que moi j'envoie une lettre à un destinataire, tout simplement la poste il prend votre lettre et après c'est elle qui va se charger de délivrer ce message au destinataire. C'est la même chose. Donc Kafka d'abord, il permet de mettre en place un broker qui permet d'échanger une grande quantité de flux de messages, c'est des enregistrements qui vont partir d'une application vers une autre. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, dans les applications par exemple de IoT, Internet of Things, Internet des objets, vous avez par exemple une application dans laquelle qui s'exécute par exemple dans un dispositif embarqué comme par exemple Raspberry par exemple, qui contient des capteurs de température. Et après, l'application reçoit à chaque seconde ou chaque peut-être milliseconde, chaque fraction de temps, il reçoit des données, n'est-ce pas? Mais ces données-là, il a besoin de les envoyer vers d'autres applications. Donc le meilleur moyen, c'est tout simplement que l'application il envoie des messages vers un broker Kafka. Et après, Kafka, comme il a été fait pour gérer une grande quantité de messages, dans ce cas-là, on va parler de ce qu'on appelle un flux de messages. C'est un ensemble de messages qui arrivent. Et après, par la suite, ces messages-là, ils vont être envoyés vers toutes les applications qui en ont besoin de ces informations. Alors, dans ce cas-là, on va dire que ces applications-là, ils vont souscrire un abonnement. C'est-à-dire quoi souscrire un abonnement? C'est-à-dire subscribe, ça veut dire j'attends, je suis intéressé. Donc, je veux consommer des messages, par exemple, qui arrivent à un tel topic.
Et après, vous avez donc des applications qui vont produire des messages vers ce topic. Donc, on est dans le même contexte que les brokers classiques comme ActiveMQ, notamment avec le standard GNS, ou encore RabbitMQ qui utilise un autre protocole qui s'appelle AMQP. Donc, on aura l'occasion d'en revenir. Donc, ça veut dire que Kafka, il se place d'abord dans ce contexte. Vous voulez échanger des messages entre les applications, il existe plusieurs solutions. ActiveMQ, RabbitMQ, mais il y a également Kafka. Il offre donc un mécanisme de broker qui permet de faire ça. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que Kafka permet de stocker les flux d'enregistrement d'une manière durable et tolérante aux pannes. Alors, ce qui Kafka a apporté par rapport aux autres solutions, c'est que comme on est dans un contexte de big data, en principe, dans les brokers classiques comme par exemple ActiveMQ, par exemple, ActiveMQ, qu'est-ce qu'il fait? Dans ActiveMQ, vous avez un message que vous envoyez vers le broker. Quand vous envoyez le message vers le broker, ça veut dire que ce message il est destiné vers une autre application. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que si l'application qui attend ce message n'est pas connectée, le broker va garder le message. Il va le garder dans une file d'attente. Et après, dès que l'application est connectée à cette file d'attente, il va lui délivrer le message. Une fois qu'il lui délivre le message est supprimé. C'est-à-dire que le broker ne garde pas ces messages. Donc forcément, pour lui, c'est juste un intermédiaire. Dès qu'il y a un message qui arrive, il est consommé. Dès qu'il est consommé, ça veut dire que pour lui, donc, il oublie cette histoire-là, donc il a fait son travail. Alors en fait, Kafka, pour lui, il fait ça également, sauf que Kafka, il dispose d'un mécanisme qui permet de garder l'ensemble des messages également, c'est-à-dire d'une manière persistante, d'une manière durable. C'est-à-dire, vous pouvez même utiliser donc, c'est-à-dire ce système Kafka pour stocker des téraoctets de messages. Donc il a un moyen de les stocker d'une manière durable et d'une manière tolérante aux pannes. C'est-à-dire que pratiquement vous avez la garantie que même s'il y a le serveur qui tombe en panne, les données ne vont pas être perdues parce qu'il dispose donc d'un système de tolérant en panne à l'image de tous les outils du big data d'une manière générale. D'accord? Alors ça c'est la deuxième fonctionnalité donc, de Kafka. Donc, on peut bien compter sur lui pour stocker un flux d'enregistrement, bien sûr une grande quantité d'enregistrement qui arrive en temps réel, d'une manière durable et tolérante aux pannes. Alors Kafka également, la troisième chose qu'il offre, il offre une API qui s'appelle Kafka Streams, c'est-à-dire qui permet de traiter les flux d'enregistrement en temps réel. C'est-à-dire maintenant, une application, n'importe laquelle, quand il va attendre des messages qui arrivent à partir d'un topic ou bien d'une file d'attente, quand vous avez beaucoup de messages qui arrivent en temps réel, si vous voulez effectuer les traitements en temps réel, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'ils arrivent, alors vous avez besoin d'utiliser donc des technologies qui permettent de faire ce qu'on appelle le stream processing. Stream processing, c'est-à-dire effectuer le traitement au fur et à mesure que les données arrivent. Alors forcément, à ce niveau-là, tout simplement, Kafka offre une API qui permet de faire qui s'appelle Kafka Streams, qui permet donc de faire ce qu'on appelle Real-Time Stream Processing, c'est-à-dire c'est le traitement des flux en temps réel. Donc principalement cette API-là, donc on aura l'occasion de voir comment l'utiliser cette fois-ci au niveau des applications. Alors en principe, c'est dans cette base-là. Alors en principe, c'est-à-dire les outils de streaming donc, se sont très développés ces dernières années. Et en fait, Kafka, quand il est venu avec une solution pour faire le stream processing. Alors d'ailleurs, dans le contexte du big data, donc ça c'est juste si vous voulez qu'on en parle. Quand vous avez une grande quantité de données que vous voulez traiter, alors vous avez en fait deux modes de traitement. Il y a ce qu'on appelle le batch processing et stream processing. Batch processing. Batch processing, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un ensemble de données qui arrivent, je les stocke. Je les stocke d'abord. Par exemple, je peux stocker les données d'une semaine ou bien d'un jour ou bien d'un mois. Je les stocke d'abord dans
quelque part dans un système de stockage quelconque. Et après, par la suite, je vais les traiter. Alors, quand je traite ces données-là, c'est-à-dire quand aujourd'hui je suis en train de traiter les données qui ont été cumulées depuis, c'est-à-dire de la semaine dernière, alors ça s'appelle batch processing. Batch processing, c'est-à-dire je suis en train de traiter des données qui ont été stockées et qui sont relatives à une période passée. D'accord? Ça, c'est le batch processing. Alors, pour faire du batch processing, bon, il y a des outils. Parmi les solutions qui sont utilisées, donc il y a Spring Batch, par exemple, qui est une solution également qu'on aura l'occasion d'étudier pour traiter donc, des données en batch processing. Il y a également Spark, qui fait partie de l'écosystème du Big Data, qui permet de faire le batch processing. Donc, mais pour faire, si vous voulez traiter les données en temps réel, alors parfois vous avez des données qui arrivent et vous voulez les traiter en temps réel et en même temps prendre des décisions en temps réel. Alors, si vous cherchez des solutions qui permettent de faire ça, alors vous pouvez penser à utiliser Kafka Streams. Alors, Kafka Streams, c'est une API qui permet de faire le traitement temps réel. C'est très utile pour les applications. Imaginez que par exemple dans les applications financières, par exemple au niveau de la bourse, alors on a besoin, il y a des données qui arrivent, n'est-ce pas? Il y a par exemple des transactions, en fait les applications, ils arrivent à collecter un ensemble d'informations et il y a beaucoup d'informations qui arrivent et les applications ont besoin de faire le traitement en temps réel. Pourquoi? Parce que l'application doit prendre la décision en temps réel pour dire est-ce que je vais acheter des actions ou bien je vais vendre des actions. Alors si vous êtes dans un contexte comme ça, ben il faut aller vers le stream processing. Mais si vous êtes dans le cas où le temps n'est pas important, c'est-à-dire la décision n'est pas urgente, généralement on peut aller vers le batch processing. D'accord? Alors globalement, dans les applications, on combine les deux. Alors en tout cas, donc, si vous voulez faire du stream processing, donc, on peut utiliser Kafka Streams. Alors donc, vous voyez donc Kafka, l'écosystème de Kafka, il va se placer dans 3 niveaux. Donc le premier c'est quoi? Il vous offre un broker, ou bien un ensemble de brokers, si vous voulez, on va en parler, qui permet d'échanger les messages entre les applications. C'est-à-dire on peut l'utiliser dans ce contexte, dans le microservice. On a un ensemble de microservices et après on a besoin de les faire communiquer à travers un broker Kafka. Ça, on peut l'utiliser. On peut bien sûr utiliser Kafka pour stocker un flux d'enregistrement d'une manière persistante et durable, et tolérante aux pannes, etc. Et après également, on peut l'utiliser donc pour faire du stream processing, c'est-à-dire faire du traitement en temps réel. C'est bon? Bien. Alors, ce qui fait que Kafka, Kafka offre un ensemble d'API, parce qu'il offre un ensemble de choses. D'abord, il offre une API qui s'appelle Producer API. Alors, Producer API, donc c'est une API qui permet tout simplement aux applications de publier des flux de messages, bien des flux d'enregistrement dans des topics qui sont offerts par le broker Kafka. Donc, ça veut dire que, en fait, Kafka, si vous voulez, on est dans un contexte. Généralement, les brokers, quand vous utilisez un broker, vous avez besoin d'utiliser un cluster. Parce qu'une seule machine n'est pas suffisante pour faire ce genre de travail. Donc, souvent, on a besoin de démarrer plusieurs brokers Kafka qui vont former ce qu'on appelle un cluster. Okay? Et après, par la suite, alors, c'est-à-dire ce cluster de brokers Kafka, ils vont permettre d'échanger aux applications, d'échanger des messages. Et pour échanger des messages, vous avez des applications qui vont produire des flux d'enregistrement. Alors, ces applications-là, ils ont besoin d'utiliser une API qui s'appelle Producer API. L'API Producer API, il permet de publier, de faire ce qu'on appelle un push, qui permet de pousser des messages vers des files d'attente. Alors, ces files d'attente, c'est ce qu'on appelle des topics. Okay? Et après, vous avez Consumer API. Alors, Consumer API, il va être utilisé par les applications qui vont plutôt consommer. Alors, ça, c'est pas Producer, donc je vais corriger. Donc, ça, c'est Consumer.
Donc, pour pouvoir consommer les messages, c'est-à-dire les applications, ont besoin d'utiliser une autre API qui s'appelle Consumer API. Donc, pratiquement toutes les solutions qui permettent d'échanger les messages offrent deux API. Une API pour produire les messages et une API pour consommer les messages. Alors également, donc, Kafka offre une API pour ce qu'on appelle Kafka Streams API. Alors maintenant, cette Streams API permet à une application d'agir en tant que processeur de flux. C'est-à-dire, si vous êtes un consommateur, alors quand vous allez utiliser l'API Consumer API, c'est pour consommer les messages, mais consommer les messages, il vous permet juste de consommer, c'est-à-dire de récupérer les messages. Mais si vous avez en plus besoin de traiter ces messages-là en temps réel, et bien tout simplement vous utilisez Streams API. Donc généralement, Streams API, c'est une API qui permet d'abord de traiter des messages qui peuvent venir soit d'un topic ou bien de plusieurs topics. Alors forcément, parfois, je peux avoir une application qui va se connecter à un topic pour récupérer la température, par exemple, qui se produit quelque part, qui est produite par des capteurs. Et après, en même temps, j'attends des messages qui arrivent d'un topic Y qui permet de récupérer, par exemple, l'état de l'humidité ou je ne sais pas quoi. Et après, l'application a besoin d'utiliser beaucoup de ces informations qui arrivent en temps réel pour faire, par exemple, les prévisions météo, pour calculer, par exemple, est-ce qu'il va pleuvoir, je ne sais pas. Donc, pour pouvoir faire ça en temps réel, aujourd'hui, par exemple, pour les prévisions météo, on arrive à faire des prévisions par exemple, des 7 prochains jours ou bien c'est-à-dire, mais pour pouvoir faire des prévisions météo, qu'est-ce qui va se passer dans les 7 prochains jours, par exemple? Alors, on récolte un ensemble de données, c'est beaucoup de données, il y a beaucoup de calculs qui se font, et après, tout simplement, on peut faire, à partir de ces données-là, on calcule des prévisions, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, donc, principalement, cette opération se fait en batch processing, c'est-à-dire on traite les données qui arrivent sur une durée pour pouvoir faire des prévisions, mais au fur et à mesure que ces outils-là, c'est-à-dire ces outils se développent, donc on peut aller vers penser peut-être à faire des prévisions en temps réel. Alors pour pouvoir faire des prévisions en temps réel, c'est-à-dire principalement, donc on peut toujours se baser sur les données qui arrivent actuellement, parce qu'en fait les données qui arrivent actuellement, donc ils vont être combinés à des données qui sont cumulées, etc., pour pouvoir prendre, par exemple, calculer les prévisions météo, etc. Bon, ça c'est juste des éventualités qu'on peut envisager. Exactement. Alors généralement, une application, souvent c'est dans la majorité des cas c'est comme ça, c'est que vous avez une application attend des messages sur des topics. Donc il peut se connecter à plusieurs topics, donc ça veut dire que tout simplement il peut recevoir beaucoup de messages qui arrivent de plusieurs topics et après par la suite on a besoin de traiter ces messages-là. Alors si vous êtes dans une solution batch processing, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement le consommateur, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les messages et après il va les stocker dans une base de données. Et après, à nouveau, dans notre application, on a prévu une solution comme par exemple Spring Batch qui va s'exécuter au bout de chaque semaine, par exemple, ou bien à la fin de chaque jour. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement, il va lire les données cumulées pendant une journée et après, il va les traiter. Donc ça c'est, vous voyez, donc j'utilise bien Kafka parce que Kafka il est présent parce qu'il permet de récolter d'abord les flux de messages qui sont produits par des applications. Et après, par la suite, ces données-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on veut juste les stocker? Alors, dans ce cas-là, Kafka offre des moyens qui permettent de stocker ces données-là quelque part. Donc, l'application peut les stocker dans une base de données, etc. Et après, par la suite, on peut prévoir donc les traiter d'une manière différée. Et dans ce cas-là, on est plutôt dans un contexte batch processing. Mais si vous voulez les traiter en temps réel, au fur et à mesure qu'ils arrivent, tout simplement, vous avez besoin d'utiliser donc Streams API qui permet de faire ça. Donc,
Oui, alors c'est illimité, donc on est vraiment dans un contexte big data, parce qu'en fait il offre au principe son mécanisme donne la possibilité de combiner Kafka avec d'autres systèmes de stockage, c'est-à-dire on va voir que Kafka il peut toujours être connecté à une base de données comme MongoDB, comme comme par exemple un système HDFS, donc c'est-à-dire on peut carrément... oui, exactement. Donc, Streams IP, comme je le disais, c'est consommer les flux d'enregistrement provenant de plusieurs topics, transformer efficacement ces flux de données, c'est-à-dire les transformer, les traiter, pour les résultats, parce qu'en fait, généralement, Streams API, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit un flux de données, au fur et à mesure qu'il traite les données, il produit un autre stream, c'est-à-dire je reçois un stream de flux, je calcule et je produis des résultats. Mais ces résultats, généralement, où est-ce qu'ils vont? Ils vont également dans d'autres topics, c'est-à-dire ils vont être envoyés dans d'autres topics, comme quoi, par exemple, l'application qui va pouvoir afficher ces données-là en temps réel, par exemple, tout simplement, il va juste lire le topic c'est-à-dire les résultats, et après, par la suite. Donc, vous voyez, donc, je reçois un flux, je transforme les données du flux, mais ces transformations vont produire d'autres flux de données qui vont être à destination dans d'autres topics, etc. C'est comme ça que ça se passe. Alors en fait, Kafka, même s'il est développé avec Java et Scala, mais il fournit des API avec différents langages, comme la majorité des brokers. On peut, par exemple, une application C++, Node.js, .NET, PHP, Python, etc. Il peut tout simplement se connecter vers un topic Kafka. Il peut lui mettre l'application, il peut consommer les messages. Donc, on est bien dans ce contexte de, par exemple, microservice, n'est-ce pas? C'est-à-dire un microservice Java, un microservice PHP, un microservice C++. Ils peuvent toujours communiquer, donc il n'y a pas de problème. Donc, la solution, elle est là. Bien, alors, comme je disais, l'un des éléments les plus importants dans l'écosystème Kafka, c'est les brokers. Alors, pour pouvoir utiliser les brokers, vous pouvez démarrer un cluster de brokers. Et après, par la suite, les brokers Kafka sont des brokers qui fonctionnent, si vous voulez, ils sont stateless, ils sont sans état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le broker, d'une manière générale, il garde, le broker, son rôle, c'est quoi? C'est qu'il reçoit des messages et il les stocke. Mais le broker ne va pas enregistrer, par exemple, quels sont les différents brokers qui existent dans le cluster. Il ne va pas, par exemple, enregistrer des informations dans sa mémoire concernant, par exemple, les consommateurs. C'est-à-dire un consommateur, ce consommateur, est-ce qu'il a consommé ce message ou bien est-ce qu'il ne l'a pas consommé? Donc tout ça, pour lui, il ne va pas le faire. Donc, pour cela, on dit que les brokers Kafka sont stateless, sont sans état. Alors, quand vous avez plusieurs brokers qui sont stateless, on a besoin de faire la coordination. Alors, pour faire la coordination entre les brokers, c'est-à-dire pour avoir un état, pour créer soi-disant une mémoire partagée, un cache mémoire partagé si vous voulez, tout simplement la solution on utilise Zookeeper. Alors Zookeeper, c'est l'une des solutions qui sont utilisées généralement pour créer un cache mémoire distribué ou bien un cache mémoire partagé, exactement comme Hazelcast. Exactement. Alors généralement l'écosystème du big data, dans la majorité des cas, on utilise Zookeeper. C'est le cas, par exemple, HDFS qui utilise Zookeeper pour la coordination entre les différents nœuds, que ce soit bien, par exemple, dans HDFS, vous avez les name nodes et data nodes, n'est-ce pas? Alors, en fait, quand vous avez les name nodes, si vous voulez avoir dans les name nodes pour pouvoir, parce que comme HDFS, c'est un système qui est, on va dire, centralisé, qui fonctionne en mode master-esclave. Donc, le problème qui se pose, c'est si le master tombe en panne, qui est le name node, tout simplement, tout va s'arrêter.
Donc pour régler ce problème, il faut démarrer plusieurs name nodes, c'est-à-dire vous avez un primary, un name node primaire, et les autres sont secondaires. Mais après, par la suite, comment les autres nœuds secondaires peuvent savoir, comment ils peuvent savoir que par exemple ce name node principal ou bien primaire est tombé en panne? Le seul moyen, c'est de passer via la coordination. Et pour faire la coordination, généralement les applications utilisent Zookeeper. Alors c'est pour cela que si vous voulez démarrer un broker Kafka, la première des choses à démarrer, c'est démarrer Zookeeper. Donc Zookeeper, c'est un élément fondamental pour pouvoir utiliser un broker Kafka. Okay? Zookeeper, c'est pour créer un mémoire partagé. Exactement, c'est pour créer une mémoire partagée. Alors en fait, Zookeeper, si vous voulez, donc je vais en parler dans le slide suivant. D'abord, il faut juste noter que chaque broker Kafka, il peut gérer des téraoctets de messages. C'est-à-dire, on est bien, chaque broker, on n'a pas de limite. Il est tellement bien fait qu'il peut gérer donc c'est-à-dire il peut gérer donc des téraoctets de messages. Il peut les gérer. Alors maintenant, pour les stocker, c'est à vous de lui dire où est-ce que vous voulez stocker ces téraoctets de messages. Donc ça veut dire qu'il dispose de ce qu'on appelle des connecteurs qui lui permettent donc d'accéder à d'autres systèmes de stockage si vous le souhaitez. Mais pour avoir un système qui est tolérant aux pannes, ben, il faut utiliser un cluster. C'est-à-dire vous avez besoin de démarrer plusieurs machines, plusieurs instances de brokers. Et après toutes ces instances-là, ben, ils ont besoin de faire la coordination. Alors pour pouvoir faire la coordination, comme ils sont de type stateless, ils n'ont pas d'état, ben, ils vont le faire via une mémoire partagée, à savoir Zookeeper. Ben, justement, Zookeeper, Zookeeper, donc c'est un serveur, c'est un outil qui est utilisé pour faire la gestion et la coordination. Mais également, il est utilisé pour d'autres choses. Par exemple, Zookeeper, c'est lui qui va permettre aux applications, aux consommateurs ou bien aux producteurs de les informer si par exemple s'il y a un nouveau broker qui va s'ajouter ou bien s'il y a un broker qui s'est arrêté. Donc c'est-à-dire quand un broker s'arrête ou bien quand il y a un nouveau broker qui va s'ajouter au cluster, et bien tout simplement automatiquement Zookeeper, c'est lui qui va informer, c'est lui qui va être utilisé pour informer les applications, pour leur dire voilà il y a un broker qui s'est ajouté. Donc ce qui fait les applications ils vont être au courant de toutes les instances des brokers qui sont démarrés. Donc ça c'est Zookeeper qui va permettre de faire ce genre de travail. Bon après les producers, donc on en a déjà parlé. Donc les producers, donc c'est des applications qui vont permettre de produire des messages. Les consumers, donc c'est permettre de consommer. En fait, les producers envoient des messages vers des files d'attente qu'on appelle les topics. Les consumers permettent de consommer les messages à partir des topics. Alors, en principe, il faut juste noter donc les producers utilisent donc le principe de push. Ils pushent les messages vers les topics, n'est-ce pas? Alors que les consommateurs utilisent ce qu'on appelle le pull. Alors, ça c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que si vous cherchez, si vous voulez, pour parler de la différence entre, par exemple, un broker comme RabbitMQ et Kafka. C'est quoi la différence? La différence, c'est que si vous utilisez un broker comme RabbitMQ, quand vous avez les messages, quand un producteur envoie les messages vers le broker, automatiquement le broker, il pousse les messages vers le consommateur. C'est-à-dire quoi? Avec un broker comme RabbitMQ, s'il reçoit par exemple des téraoctets de messages, beaucoup de messages, tous les messages qui arrivent, il les pousse vers les consommateurs. Il ne les garde pas. Enfin, c'est-à-dire si les consommateurs ne sont pas connectés, ils les gardent. Mais dès qu'il y a des messages qui arrivent alors que le consommateur est connecté, tous les messages vont être envoyés. Par exemple, si le broker reçoit 1000 messages par seconde, l'application reçoit 1000 messages par seconde. C'est-à-dire, le problème qui va être posé là, c'est que c'est-à-dire que le consommateur, il peut être débordé. Parfois, le consommateur, il fait des traitements,
Mais s'il fait des traitements, donc il reçoit des tonnes de messages à partir du producteur. Donc si le consommateur n'a pas beaucoup de ressources pour traiter tous ces messages-là, donc ça c'est la limite des brokers comme ActiveMQ et RabbitMQ, n'est-ce pas? Alors c'est comme si, par exemple, si en parlant des messages, par exemple, vous utilisez WhatsApp, n'est-ce pas? Alors quand il y a un message qui arrive, il sera envoyé. Quand vous êtes par exemple dans un groupe, n'est-ce pas? Parfois vous recevez beaucoup de messages, mais vous n'arriverez pas à lire tous ces messages. Donc ça veut dire que vous êtes débordé par une grande quantité de messages que vous n'arrivez pas à traiter. Alors que par exemple avec Kafka, ce n'est pas le cas. Alors Kafka, il a été programmé de façon à stocker les topics, à gérer donc, c'est-à-dire ces topics d'une manière persistante. C'est-à-dire, il y a le producteur qui produit les messages. Kafka, il va les stocker dans des topics. Même si tant que le consommateur n'en demande pas, il ne va pas les envoyer. C'est-à-dire que le consommateur, lui, c'est lui qui va définir, si vous voulez, la vitesse de consommation. C'est que par exemple, vous pouvez programmer un consommateur, vous lui dites, chaque minute, par exemple, chaque seconde, tu vas lire 20 messages, par exemple. Chaque seconde, tu vas lire par exemple les derniers les messages qui ont été produits pendant la seconde précédente. Hein. Je peux par exemple récupérer pour chaque seconde un ensemble de messages, je les traite. Une fois que je les traite, à nouveau donc je vais récupérer, je fais un pool pour récupérer les messages de la seconde suivante, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en quelque sorte, avec Kafka, donc vous avez un système de consommation qui est basé sur ce qu'on appelle un pool. Donc, et avec ce système-là, on règle le problème de ce qu'on appelle back pressure. C'est-à-dire, régler la pression. C'est régler la pression de réception de messages. Donc, avec ActiveMQ, non. C'est ça le problème, c'est qu'avec ActiveMQ, c'est que si vous engagez, vous dites j'attends les messages, alors si vous avez des temps de messages, vous allez les recevoir. Donc ça veut dire que l'application doit être capable elle-même de traiter une grande quantité de messages. Mais avec Kafka, non. C'est-à-dire, même si vous avez des applications IoT, par exemple, qui sont dans des dispositifs embarqués comme Raspberry, où si vous voulez, les ressources ne sont pas très importantes, et bien, tout simplement, l'application, il peut fonctionner avec sa vitesse. Alors, dans ce cas-là, et bien, tout simplement, je ne vais pas perdre les messages. Il y a une application qui est capable de recevoir 1000 messages par seconde, mais il y a une autre application, il veut traiter que, par exemple, 50 messages par seconde. Mais toutes les applications vont recevoir les mêmes messages, mais pas avec la même vitesse. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est ça la grande différence. C'est pour cela que Kafka a vraiment, on va dire, révolutionné, c'est-à-dire ce système de consommation de messages. Bon, autre chose. Oui. Est-ce que Kafka fait ça automatiquement? Comment? Kafka. Oui. Est-ce qu'il règle ce problème automatiquement ou bien c'est un mode de... Non, Kafka, il règle les choses automatiquement. Parce que Kafka, pour lui, tous les messages qui arrivent, il les gère dans des topics. Et lui, les topics, pour lui, c'est tous les messages, il les stocke d'une manière durable. Durable, c'est-à-dire, c'est pas transitoire. Il les stocke, il les a. Mais après, c'est le consommateur qui va décider à quelle vitesse il veut consommer les messages, d'abord. Et en même temps, et même ce que vous voyez là, les utilisateurs, les clients Kafka, peuvent rembobiner et passer à n'importe quel point de la partition, c'est-à-dire du topic. Alors, autrement dit, je peux par exemple lancer mon application, je vais lui dire, je vais consommer, par exemple, au démarrage, je vais lui dire, je vais consommer le topic depuis le début. C'est-à-dire, je peux rembobiner. Donc, je peux par exemple dire, l'application, il va commencer dès le début des messages et je commence à traiter les messages. Ou tout simplement, je vais lui dire, je vais m'intéresser uniquement aux messages qui arrivent à l'instant. Et après, j'ignore les autres. Et donc, je peux toujours faire des va-et-vient dans le topic.
Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans les autres solutions, comme par exemple ActiveMQ et RabbitMQ. Parce qu'ils sont faits principalement aussi pour échanger des messages qui arrivent à l'instant. Je concentre tous les données dans mon C'est exactement. Alors que Kafka, donc, du moment qu'il dispose d'un système de topics qui sont durables, donc ça veut dire qu'il les garde, il les gère, mais après, c'est les applications qui consomment qui vont décider comment ils vont consommer les messages. C'est clair? C'est très puissant. Oui, dans ce côté-là, donc c'est pratiquement inévitable pour les systèmes qui ont besoin des performances. C'est une bonne solution. Alors, autre chose, donc ça, on va en parler. Généralement, les consommateurs peuvent consommer les messages sous forme de groupe. C'est-à-dire, quand vous avez un consommateur, un ensemble de consommateurs qui se connectent à un topic, chaque consommateur appartient à ce qu'on appelle un groupe. Donc, si vous avez plusieurs consommateurs qui appartiennent au même groupe, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans ce cas-là, eh bien, tout simplement, Kafka, quand il y a un message, par exemple, il y a un message qui est consommé par exemple, quand il y a un message qui arrive, il est consommé par ce consommateur, mais le message suivant, il va être consommé par un autre consommateur. Quand on est dans le même groupe, ça veut dire quoi? On veut faire le traitement des messages qui arrivent à partir d'un même topic, par exemple. Et dans ce cas-là, Kafka, il gère ça, c'est-à-dire du moment qu'il y a cette notion de groupe, ça veut dire que les messages vont être répartis. Hein. Par exemple, moi je reçois une partie des messages et toi tu reçois une partie des messages. On va faire les traitements et chacun, par exemple, peut traiter une partie des messages. Donc ça, c'est une possibilité également. Comment? Comme load balancer qui utilise par exemple. Oui, en fait, c'est-à-dire que lui, il utilise donc ce système-là pour répartir les messages sur un ensemble de consommateurs qui appartiennent au même groupe. Okay? Alors, si on est dans deux groupes différents, et bien, tout simplement, par exemple, si vous êtes consommateur 1 et consommateur 2, ils sont dans deux groupes différents. Ça veut dire qu'ils vont consommer les topics, c'est-à-dire ils vont consommer tous les messages du topic leader, n'est-ce pas? Et chacun peut en faire ce qu'il veut. Chaque application peut utiliser donc les messages pour les traiter, en fonction bien sûr de la nature de l'application. Mais si on appartient au même groupe, ça veut dire, on va dire, de toute façon, on va consommer le message, et tout simplement, on va répartir les messages qui arrivent, et chaque partie des messages, par exemple, il est consommé par une application. De toute façon, on aura l'occasion donc d'implémenter tout ça. Alors bon, les instances du consommateur, comme je disais donc, peuvent être des processus séparés dans plusieurs machines. Et si toutes les instances du consommateur ont le même groupe, c'est ce que je viens de dire, de consommateurs, la charge des enregistrements sera effectivement équilibrée, donc c'est-à-dire répartie. La charge des messages va être répartie sur toutes les instances du consommateur appartenant au même groupe. Et si toutes les instances de consommateurs ont des groupes de consommateurs différents, chaque enregistrement est alors diffusé vers tous les processus de consommation. Alors, ici, donc, on est dans ce contexte-là. Par exemple, vous avez Kafka Cluster. J'ai deux consommateurs C1 et C2 qui appartiennent au groupe A. Et j'ai, par exemple, C3, C4, C5, C6 appartient au groupe B. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quand il y a des messages qui sont publiés, on va voir que, en principe, les topics sont découpés en plusieurs partitions. C'est toujours le système, quand on est dans un système distribué, on utilise les partitions exactement comme le cas de Hazelcast. Okay? Donc, ce qui fait que, ici, par exemple, quand il y a un message qui arrive à la partition 0, il va être envoyé vers le consommateur C1, mais en même temps, il va être envoyé au consommateur C3. Pourquoi? Parce que C1 et C3 appartiennent à des groupes qui sont différents. C'est le même message, il est diffusé. Mais par contre, si le message est consommé avec C1, il ne va pas être consommé par
C2. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un groupe, ça veut dire qu'il y a un parmi nous qui va consommer le message. Comme ça, le message suivant qui arrive, il va être consommé par C2. Donc, globalement, c'est comme ça que ça se fait donc, pour pouvoir gérer ces notions de groupe. Alors, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, les consommateurs peuvent être organisés en groupe. Les partitions de topics sont assignées pour équilibrer donc, les assignations entre les consommateurs du groupe. Donc, tout ça, je viens de le dire. Voilà. Alors maintenant, les topics. Les topics, donc tout ça, c'est les concepts fondamentaux. Donc, un topic, c'est quoi? Donc, un topic, c'est une sorte de boîte à lettres. Tout simplement, c'est une file d'attente vers laquelle les messages ou bien les enregistrements des applications seront publiés. C'est comme une boîte à lettres, vous avez des applications qui produisent des messages. Chaque message que je produis, je le jette dans une boîte à lettres. Donc c'est ça la notion de topic. Alors avec la boîte à lettres, à un moment donné, il vous faut une application, qu'est-ce qu'il attend la boîte à lettres? Ben, il attend que les consommateurs prennent les messages, n'est-ce pas? Alors sauf que dans le cas naturel, quand il y a un message qui est pris, ben, c'est-à-dire, ça y est, il est consommé par le propriétaire. Mais ici, c'est que quand il y a un qui va consommer le message, il reste dans le topic. Comme ça, il y a une autre application, s'il veut le consommer, il peut le consommer. Donc, c'est un peu la différence. Donc, chaque topic peut avoir 0 ou plusieurs abonnés consommateurs. Donc, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, vous avez un topic, c'est une file d'attente dans laquelle vous avez un ensemble de messages qui arrivent, qui sont ordonnés. Et après, par la suite, il y a des applications qui vont écrire des messages sur les topics. Donc, et après, vous avez les consommateurs qui vont consommer ces messages. Alors maintenant, donc chaque partition, c'est une séquence d'enregistrement qui est immutable. Immutable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est une partition, plutôt, chaque topic, c'est donc chaque topic, il est découpé en plusieurs partitions. Pourquoi c'est une notion de partition? Parce que il n'y a pas qu'un seul broker. Donc, si vous voulez, dans un topic, un seul serveur n'est pas capable parfois de gérer tous les messages du topic. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez donc un cluster, vous avez par exemple une dizaine de brokers. Alors, mais tous les dizaines de brokers, ils vont pouvoir partager les données d'un topic. Alors, pour pouvoir les partager, donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le topic, il est découpé en plusieurs partitions. Je peux avoir une partition dans cette machine, une deuxième partition dans cette machine, etc. Donc, c'est-à-dire, les topics sont distribués dans plusieurs serveurs, dans plusieurs brokers, par ce concept de topics. Alors, chaque partition, en principe, c'est une séquence de messages qui sont ordonnés. Par exemple, ici, vous voyez, quand une application produit des messages, il peut produire des messages. Par exemple, il y a un message qui est envoyé dans cette partition 0. Le prochain message, c'est dans la partition 1. L'autre message, c'est dans la partition 2. C'est-à-dire, en quelque sorte, les consommateurs, ils font ça. L'API Consumers, qui permet plutôt l'API Producers, il est faite de façon à ce que le producteur de messages, que vous produisez, vous ne savez pas où est-ce que vous envoyez le message, mais l'API elle-même, il gère c'est-à-dire cette manière d'envoyer les messages répartis dans plusieurs partitions, exactement. Alors bien sûr, pour chaque topic, le cluster maintient un journal, un log, également qui est partitionné, donc comme je disais, donc sous forme de partition. Et après, bon, en fait, les messages quand ils sont stockés dans des partitions, chaque message, plutôt si vous voulez, chaque message, il est identifié par un numéro qui est séquentiel. Alors, vous voyez donc ici, donc, les messages ils sont ordonnés. Par exemple, le plus ancien, c'est le message 0.
Ça c'est 1, 2, 3, etc. Donc au fur et à mesure, donc, vous avez les messages, ils sont ordonnés dans les partitions. Mais qu'est-ce qui permet donc d'ordonner, c'est-à-dire de définir donc d'attribuer un numéro par exemple à un message de topic? Tout simplement, à nouveau, c'est grâce à Zookeeper. Parce que comme Zookeeper, c'est lui qui crée c'est-à-dire cette mémoire partagée, ça veut dire que les brokers savent très bien, tous les brokers savent on est à quel numéro d'enregistrement. C'est-à-dire, donc, si vous voulez créer un incrément, vous voulez créer une variable qui est auto-incrémentée d'une manière distribuée, ben, tout simplement, ça va se faire grâce à Zookeeper. Parce qu'avec Zookeeper, vous pouvez créer une variable et chaque broker qui crée un message, il va incrémenter la variable. Et le broker suivant, quand il va lire la variable, il sait qu'il est dans cet état. Donc vous voyez donc Zookeeper, il a ce rôle également. C'est lui qui va intervenir pour pouvoir attribuer donc des numéros d'identification aux enregistrements. Alors pour le reste, donc, le cluster Kafka conserve d'une manière durable tous les enregistrements qui sont publiés, qu'ils soient consommés ou non. C'est-à-dire, quand il stocke les données des partitions, le message il est conservé. S'il est consommé, il est conservé. S'il n'est pas consommé, il est conservé. C'est un peu différent des autres, hein, parce que les autres, dès que le message est consommé, il est supprimé. Alors bien sûr, Kafka ne va pas également, c'est pas important parfois de consommer les messages d'une manière, on va dire, à perpétuité, c'est-à-dire tout le temps. Vous pouvez définir, par exemple, dans Kafka, vous pouvez le configurer de dire, par exemple, tu consommes, par exemple, tu vas garder les messages uniquement sur une période de 1 mois. Mais dès que, par exemple, cette période de 1 mois est passée, il commence à les supprimer. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est à nous c'est les applications qui vont se charger de configurer Kafka, les brokers Kafka, pour leur dire, pour ce topic-là, j'aimerais bien que tu me conserves les données, par exemple, toute l'année, ou bien uniquement pour la semaine, ou tout simplement pour uniquement 1 heure. Tout dépend des applications. Ok? Parce qu'en fait, si les applications consomment les messages, parfois on n'a pas besoin de les conserver dans le cluster. Alors, les performances de Kafka sont constantes en ce qui concerne la taille des données. Ça c'est important, de sorte que leur stockage pendant longtemps ne pose aucun problème. C'est-à-dire, si vous lui dites de conserver les messages d'une année ou bien de 1 mois, ou tout simplement de conserver les messages pendant 1 semaine, les performances ne changent pas. C'est-à-dire, lui, il va vous garantir que les mêmes performances, quelle que soit, c'est-à-dire la durée de conservation des messages. Pourquoi? Parce que la conservation du message, ce n'est pas Kafka qui le gère, et il est géré par des connecteurs, donc forcément, vous êtes connecté vers d'autres systèmes qui vont se charger de conserver les messages. Et Kafka, il va toujours se concentrer sur sa fonction principale, et sa fonction principale, c'est tout simplement de recevoir des messages et de les ordonner dans des topics et attendre que les requêtes des consommateurs pour pouvoir consommer ces messages, ainsi de suite. C'est clair? Bon, après, les partitions sont stockées d'une manière distribuée. Donc, d'une manière distribuée, comment? Ça veut dire que vous avez un cluster de plusieurs brokers, par exemple, broker 1, 2, 3. Alors, j'ai un topic A, n'est-ce pas? J'ai un topic A, par exemple, et j'ai un topic B. Alors, comme les topics sont découpés en plusieurs partitions, par exemple, ce broker-là, il va stocker la partition 0 du topic A. Ce broker-là, il va gérer la partition 1 toujours du topic A. N'est-ce pas? Alors maintenant, pour gérer le problème de tolérance aux pannes, si par exemple ce broker tombe en panne, n'est-ce pas? Donc on risque de perdre les données de la partition 1.
Alors pour ne pas les perdre, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un autre broker qui va sauvegarder une copie. Donc comme Hazelcast, c'est-à-dire chacun. Donc j'ai par exemple la partition principale ici de 0, la partition principale 1, mais ici donc je vois ici une copie de la partition 1. Une copie de la partition 1 dans ce broker 3, n'est-ce pas? Alors la même chose pour le topic B, j'ai la partition 1 par exemple du topic B, j'ai la partition 0 du topic A. Ça c'est une sauvegarde, c'est-à-dire c'est une copie de la partition 0 du topic A. Et j'ai ici donc la partition 1 du topic B. Alors ce qui fait que, en principe, en résumé, peut-être au tableau on peut voir un peu les choses. En résumé, c'est que vous avez un ensemble, une partition, il est découpé, il est distribué sur plusieurs brokers Kafka en partitions. Chaque broker se charge d'une partition. Et après, par la suite, pour avoir un système qui est tolérant aux pannes, donc pour ne pas risquer de perdre les données d'un topic, par exemple, partition principale, un broker stocke les données d'une partition principale, mais il y a un autre broker qui va gérer une partition secondaire, c'est-à-dire en quelque sorte une copie de cette partition, de façon à ce que si le broker qui dispose de la partition principale tombe en panne, eh bien, on ne va pas perdre les données, il y a un autre broker qui va restituer donc, cette sauvegarde. Donc ils font ça, si vous voulez, entre eux, c'est-à-dire d'une manière circulaire. Moi, je me rappelle de ta partition principale et toi, tu vas te rappeler de la partition principale du broker numéro 5. Et du coup, donc, c'est une manière un petit peu de gérer le problème de tolérance aux pannes, exactement comme Hazelcast. On a montré la dernière fois que Hazelcast, vous arrêtez une instance, les données ne sont pas perdues, ils vont être à nouveau répartis sur les autres instances. Alors, d'autres concepts fondamentaux de Kafka, c'est la géoréplication. Alors, quand on est dans des systèmes vraiment hyper distribués, où la quantité de messages à échanger est très très importante, quand on est dans des applications internationales, par exemple, j'imagine les applications financières, les transactions financières, c'est des traitements. Les bourses traitent des messages d'une manière délocalisée, n'est-ce pas? Par exemple, la bourse Dow Jones aux États-Unis, le Nikkei au Japon, je ne sais pas, vous avez plusieurs bourses qui se trouvent en Chine, etc. Mais toutes les applications, ils ont besoin de lire des messages qui arrivent dans des topics. Alors maintenant, avec Kafka, vous avez un système qui permet, par exemple, de distribuer les topics en fonction de la géographie. Par exemple, j'ai ici des brokers au Maroc, j'ai des brokers Kafka qui vont se charger de stocker que les données relatives qui sont propres au système financier marocain. Par exemple, les données concernant, par exemple les données financières, par exemple, comme par exemple la France, il va conserver que les données qui concernent le système financier français. C'est-à-dire, il y a un mécanisme qui permet également de pouvoir répartir les partitions des topics selon les régions. Alors comme ça, les applications qui consomment, on est proche des brokers parce que la latence, également, il faut le prendre en considération. Quand je suis au Maroc, mon application, quand il consomme des données à partir d'un broker qui est déployé aux États-Unis, ce n'est pas si j'ai un broker qui est déployé juste à côté de moi. C'est-à-dire la latence réseau, j'ai intérêt à ce que le serveur ne soit pas très, très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est exactement ce qui se passe. Alors en fait, Kafka il dispose donc de ce système-là qui permet de répartir soi-disant les partitions des topics pour régler le problème de la latence de communication pour qu'une application puisse toujours avoir le plus proche possible le broker qui va lui fournir la partition qui va l'intéresser. Il y a des applications qui ont besoin de cette fonctionnalité.
Voilà, alors ça c'est les concepts de base. Alors maintenant, on va essayer de faire un peu de pratique. Donc tout ce qu'on vient de dire, on va essayer de pratiquer. Alors pour travailler d'abord, pour installer Kafka, donc vous pouvez utiliser Kafka, vous pouvez télécharger Kafka. Kafka c'est un fichier .zip que vous allez télécharger, vous le décompressez et après vous commencez à l'exécuter. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire. Alors soit Kafka, vous pouvez le démarrer soit sous Windows, sous Linux, sous Mac, il n'y a pas de problème. Alors si vous travaillez par exemple sous Linux, donc vous aurez besoin de télécharger Kafka. Donc ici par exemple il y a la version 2.12. Donc c'est un fichier .zip que vous allez télécharger. Et après, il faut le décompresser. Une fois que vous le décompressez, ben vous pouvez le démarrer. Alors, comment le démarrer? Pour démarrer un broker Kafka, ben vous le faites. D'abord, il faut aller vers le dossier Kafka que vous avez décompressé. Ensuite, il faut aller vers le dossier, bin, / il faut d'abord démarrer Zookeeper. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avant de démarrer le broker Kafka, il faut d'abord démarrer Zookeeper. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va appeler un script qui s'appelle Zookeeper Server Start SH, qui est fourni dans le dossier bin. Et quand vous démarrez Zookeeper, vous avez besoin de lui donner son fichier de configuration. Alors, le fichier de configuration, par défaut, il y a un fichier de configuration de Zookeeper qui se trouve dans le dossier config / zookeeper.properties. Alors, en fait, pourquoi ça? Parce que même Zookeeper lui-même, on va le démarrer en plusieurs instances. Parce que pour toujours le problème de tolérance au panne, vous allez démarrer par exemple un cluster de Zookeeper de 3 instances, n'est-ce pas? Alors dans ce cas-là, chaque instance de Zookeeper possède son propre fichier properties, par exemple dans lequel on peut spécifier des informations comme par exemple le dossier où il va loguer des messages, encore par exemple le nom de l'instance. C'est parce qu'ils doivent avoir des noms qui sont différents, ou ce qu'on appelle l'ID de l'instance, ainsi de suite. Alors si vous faites ça, donc vous démarrez Zookeeper. Alors par défaut, Zookeeper, il est démarré sur le port, il utilise le port 2181 par défaut. Mais sinon, on peut le configurer dans zookeeper.properties. Alors une fois que vous avez démarré Zookeeper, maintenant vous pouvez aller vers vous pouvez aller encore vers un dossier, vers le dossier Kafka, et vous démarrez Kafka Broker ou bien Kafka Server. Donc ça se trouve, il y a un script qui s'appelle Kafka Server Start SH que vous pouvez trouver dans le dossier bin. Alors maintenant la même chose, pour démarrer Kafka Server, ben, vous lui donnez comme paramètre son fichier de configuration. Alors par défaut, vous avez un fichier de configuration qui s'appelle config server.properties. Alors si vous voulez, je vais le faire directement. Alors bref, donc comme je disais, donc en production, d'une manière générale, on travaille sous Linux d'une manière générale. Pratiquement toute l'infra, c'est-à-dire la partie déploiement, c'est dans la majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça veut dire que vous, même cette année, il faudrait prendre l'habitude, même si vous développez sous Windows, etc., en prod, il vaudrait mieux parfois faire des choses sous Linux. Donc si vous travaillez sous Linux, alors ici donc, je vais juste vous montrer. Je démarre donc un système Ubuntu, Linux, Ubuntu. Donc je lance le terminal. La résolution n'est pas adaptée. En fait, généralement, alors je vais juste utiliser IPA donc pour voir l'adresse IP de cette machine, parce que souvent le serveur en prod il se trouve à distance. Et dans la machine des développeurs, donc il faut disposer des outils qui permettent d'accéder à cette machine.
Donc je vois ici donc l'adresse IP. Comme je suis en local, c'est 192 168 43 22. Bon, j'oublie un petit peu maintenant. C'est-à-dire j'ai une machine Linux, je connais l'adresse IP et je vais utiliser directement SSH pour pouvoir se connecter à la machine. Donc je vais utiliser donc git batch command. Ça c'est très utile. Et je vais utiliser SSH. Voilà, SSH, donc je vais me connecter à la machine, donc l'utilisateur c'est USFI, après l'adresse IP 192.168.43.22. Et il me demande le mot de passe. Ok. Voilà, je suis connecté. Donc bref, donc avec SSH, donc je suis dans un... ça c'est en prod, je suis dans un serveur. Alors maintenant, il se trouve que au niveau de ce serveur-là, si vous voulez télécharger, Kafka, bon, vous utilisez wget, hein, et après vous spécifiez l'adresse et après ça sera téléchargé et après vous le décompressez. Alors comme c'est une opération que j'ai déjà faite, donc je vais utiliser directement cd Kafka. Et donc le dossier il est déjà là. D'ailleurs si je fais ls ici, vous trouverez que le fichier Kafka TGZ il est déjà ici. Il a été déjà décompressé. Donc cd Kafka. Et ici donc je peux démarrer Zookeeper. Alors pour démarrer Zookeeper, c'est bin slash quoi Zookeeper server start. Zookeeper start. Zookeeper server start. Zookeeper server start. Zookeeper server start. Et vous spécifiez la config. C'est config slash zookeeper.properties. Alors ça, vous démarrez Zookeeper. Ok. Alors c'est démarré. Bon, comme ici, donc je laisse cette fenêtre là. Donc ça c'est le serveur Zookeeper. Et je fais la même chose pour démarrer le broker Kafka. Je suppose que peut-être je suis dans une autre machine. Donc je spécifie, donc je fais SSH, donc je me connecte à la machine où je vais démarrer le broker Kafka. La même chose. Je suis dans la même machine. Je suis dans Kafka et j'appelle bin slash Kafka server start, Kafka server start, et le fichier de configuration c'est config slash server.properties. Alors par défaut donc il va utiliser la configuration par défaut, et dans la configuration par défaut il suppose que Zookeeper se trouve en localhost et il se trouve dans le port 2181 exactement. Alors là il s'est connecté plutôt au serveur, plutôt il est démarré et vous pouvez voir voilà. Alors par défaut Kafka utilise le port 90-92. C'est quelque chose que vous pouvez voir si vous défilez un petit peu vos messages. Vous pouvez le voir. Bref, je ne vais pas le chercher, c'est pas ça le plus important. En tout cas, donc ça c'est si vous travaillez sous Linux, c'est comme ça que vous démarrez donc le broker Kafka. Alors maintenant, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci je vais travailler sous Windows. Donc, et du coup, donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine Linux pour faire votre TP. Alors, je vais arrêter ça. Ici, je l'arrête, CTRL-C. Et je vais arrêter également Zookeeper, CTRL-C. C'est fait.
Alors ici, donc, comme je travaille sur Windows, donc je vais, comme je disais tout à l'heure, sur Windows, donc j'ai un dossier Tools dans lequel j'ai téléchargé donc Zookeeper, plutôt Kafka TarGZ, donc voilà, qu'il est téléchargé. Et après, je l'ai décompressé dans ce dossier-là, ici. Alors maintenant, pour pouvoir démarrer en local, donc je vais utiliser CMD. Je vais utiliser donc, voilà, Start. Je vais me positionner dans le dossier. Et la même chose, donc je vais démarrer donc Zookeeper. C'est bin slash, si vous voulez. Cette fois-ci, il faut aller vers le dossier Windows. Parce qu'en fait, les fichiers .bat se trouvent dans le dossier Windows, les fichiers .sh se trouvent directement dans le dossier bin. Et après, donc, je vais utiliser donc Zookeeper, Start, et après le dossier config. Le fichier s'appelle zookeeper.properties. Alors, pour pouvoir le démarrer dans une fenêtre à part, donc je vais utiliser donc Start. Alors ici, donc, il va démarrer cette fenêtre-là. Donc ça, c'est Zookeeper qui est démarré. Je fais la même chose pour démarrer maintenant. Pour démarrer Kafka Server. Donc, je vais utiliser donc Start, si vous voulez. Bon, c'est bin // Windows / Zookeeper, plutôt Kafka Server. Kafka Server. Config. Le fichier s'appelle de configuration server.properties. Alors ici, donc je vais utiliser Start pour démarrer dans une nouvelle fenêtre. Donc ça, c'est le démarrage du broker Kafka. Alors ça, c'est démarré. Ok. C'est clair? Donc vous avez deux manières. Donc soit vous travaillez sur Linux ou vous travaillez en localhost ici, donc sous Windows. Alors après, on va voir comment démarrer un cluster. On va voir comment démarrer un cluster Kafka après. Alors maintenant, une fois que nous avons fait ça, nous allons faire d'abord un premier test. Le premier test, c'est d'abord, si vous voulez créer un topic, si vous voulez créer, en fait, Kafka, il est fourni avec un ensemble d'outils sur ligne de commande qui vous permettent de créer des topics, de créer un producer qui produit des messages et des clients qui permettent de consommer les messages. Ça vous permet de faire un premier test avant d'aller vers la partie programmation avec Java. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors c'est pour cela, donc nous allons utiliser un client qui s'appelle Kafka Topics. Alors, en fait, Kafka Topics, il vous permet, avec l'option Create, ça permet de créer un topic, si vous voulez. Et dans ce cas-là, vous utilisez l'option. Donc, pour cet outil-là, il attend un paramètre Zookeeper dans lequel vous spécifiez où se trouve Zookeeper. Parce qu'en fait, il a besoin de se connecter vers le cluster Kafka, mais à travers Zookeeper. Et après, vous pouvez spécifier donc des paramètres, comme par exemple Replication Factor. Vous spécifiez le nombre de réplicas que vous voulez créer pour les topics. Chaque partition, si vous mettez 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pour chaque partition, vous avez un réplica, une copie qui est créée. Mais quand vous avez beaucoup de serveurs, vous pouvez utiliser par exemple 2, 3. C'est-à-dire pour chaque partition, vous voulez créer de copies. Et après, ici, donc, comme on est juste en train de tester, on va utiliser une seule partition, mais généralement, et après, topic, on va l'appeler test. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais sur ligne de commande, toujours, je reviens ici. Donc, je vais utiliser bin. Alors, comme je suis toujours sur Windows, donc je vais utiliser bin slash Windows slash. Le client s'appelle Kafka Topic. Kafka Topics.
Alors ici, donc, on va utiliser l'option Create, parce que j'ai besoin de créer un topic. Et je spécifie donc l'option Zookeeper. Donc, Create, Zookeeper, c'est localhost. Alors, Zookeeper se trouve en localhost, le port 2181. Là, c'est-à-dire, en fait, cette application, il va se connecter au cluster Kafka. Mais pour se connecter au cluster Kafka, il a besoin de connaître, en principe, un client Kafka, il a besoin de connaître l'adresse IP et le port du broker Kafka. Ou bien, on peut se connecter via le Zookeeper. Parce que Zookeeper, lui, il connaît toutes les instances. Donc, c'est-à-dire, il est au courant de tous les brokers Kafka qui sont démarrés. D'accord? Donc, si vous avez une connexion vers Zookeeper, ça veut dire que Zookeeper, il vous fournit et il peut vous donner les informations sur les adresses IP et les ports des brokers Kafka. Okay? Alors, ici, donc, je spécifie Zookeeper et quoi d'autre? Vous êtes maintenant en train de créer un topic dans le Oui. Kafka qu'on a déjà. Exactement. Dans le broker Kafka que je viens de démarrer, je vais créer un topic. Et après, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais spécifier, donc, il y a un certain nombre de paramètres. Donc, replication factor. Oui, donc replication factor 1 et partition 1. C'est 1. Espace partition pluriel 1 et partitions. Donc il y a une partition et après donc je vais utiliser topic. Comment il s'appelle topic? Par exemple, je l'appelle par exemple test 1. Donc ça c'est le nom du topic. Monsieur, la réplication function, ça veut dire dans notre instance, on aura une seule copie de ce topic. Exactement. Il crée une copie dans un autre broker. Alors ici, comme il y a un seul broker, on peut pas. Enfin, un. Alors ici, donc, ça n'a pas marché. Alors généralement, quand la commande est mal écrite, donc il vous dit qu'il attend il y a un paramètre que j'ai mal. Vous voyez, il vous dit que l'argument partitions, il est. Donc je l'ai mal écrit ça, partitions. Donc c'est moi, c'est le. En fait, ce que j'ai oublié, c'est. Voilà. Comme c'est un paramètre, je dois utiliser donc l'option double-tiret partition. Alors ici, il vous dit que la partition test 1 a été. Plutôt, le topic test 1 a été créé, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le premier test. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer un consommateur sur ce topic-là. Donc je viens de démarrer Zookeeper. Ensuite, j'ai démarré un broker Kafka. Maintenant, j'ai à travers cet outil que j'ai ici, donc je viens Kafka Topic, je viens de demander au broker de créer un topic qui est configuré, qui s'appelle test 1. Maintenant, je vais créer un consommateur qui va écouter, qui va attendre des messages sur ce topic. Et après, je vais lancer un producteur qui va envoyer des messages sur ce topic et on va juste faire un test comme ça. Alors, pour cela, on va utiliser un client qui est fourni dans Kafka qui s'appelle Kafka Console Consumer. Alors maintenant, Kafka Console Consumer, il attend un paramètre qui s'appelle Bootstrap Server. Bootstrap Server, et pour lequel on spécifie l'adresse IP et le port du serveur Kafka, du broker. Alors ici, donc, je vais utiliser localhost. Et le port de Kafka, par défaut, c'est 90-92 qui est utilisé. Et après, je vais spécifier quel est le topic sur lequel je veux écouter ces tests. Et après, je vais lui dire l'option from beginning, c'est-à-dire je voudrais consommer les messages qui arrivent à ce topic-là depuis son début. Donc, si déjà le topic contient déjà des messages, ils vont être consommés dès le départ. Okay?
Si vous mettez rien, ça veut dire que il va commencer à consommer à partir de l'instant où vous êtes connecté. Ok. Alors c'est ce que je vais faire. Donc je vais lancer sur toujours ligne de commande ici. Donc voilà, c'est bin Kafka consumer, c'est Windows, c'est Kafka consumer, consumer, c'est quoi? Kafka console, Kafka console consumer. Voilà, console consumer. Et après, je vais lui donner quelques messages. Le premier paramètre qui est obligatoire, c'est il faut spécifier où se trouve le broker Kafka, parce qu'il va consommer il va faire un subscribe dans un broker. Ici, c'est le paramètre, c'est bootstrap server. Et après, le serveur Kafka, il est en localhost. Le port par défaut, c'est 90-92. Et après, je peux utiliser donc l'option moins topic pour spécifier donc voilà, donc moins topic c'est test 1 et après from beginning. Alors c'est topic, c'est test 1, c'est le topic que j'ai créé tout à l'heure, et après je vais utiliser donc from beginning. Avec deux N, je crois. 2 N. B. J'ai raté. C'est pas grave, ça vous permet d'apprendre les commandes. Alors, bin, quoi? Windows. Quoi d'autre? Kafka console consumer, bootstrap server, c'est le serveur Kafka, le broker Kafka se trouve en localhost, le port c'est 90-92, et après le topic qui m'intéresse c'est test 1, et après l'option from, qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, from beginning, from, voilà. Et pour pouvoir démarrer ça sur une nouvelle fenêtre, la même chose, donc je vais juste, bon ça c'est une affaire de Windows, hein. C'est juste start. Donc ici, vous avez ici soi-disant la console d'un consumer. Là, qu'est-ce qu'il attend? Ce consommateur, il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend dès qu'il y a un message qui arrive vers le topic, il va le recevoir. Alors maintenant, je vais produire des messages. Donc sur le même topic. Pour cela, je vais utiliser un client Kafka qui est fourni dans la distribution Kafka qui s'appelle Kafka Console Producer. Alors ici donc pour Linux, vous utilisez donc le .sh. Ici donc, et après la même chose ici, donc vous spécifiez l'option broker list. La même chose, il a besoin de savoir où se trouvent les brokers, plutôt la liste des brokers Kafka. Alors ici donc il y a un seul broker, c'est localhost 90-92, et le topic sur lequel on veut envoyer les messages s'appelle test 1 pour nous. Et je vais le faire, donc Kafka, c'est bin / Kafka console, Kafka console
producer. Alors ici, l'option c'est broker list. Alors le broker se trouve en localhost, le port 90-92. Et après, topic, c'est test 1, c'est notre topic qui s'appelle test 1. C'est tout. Ok. Alors ici donc il vous démarre, si tout se passe bien, à un moment donné il va vous donner la main. Alors il y a un petit problème. On s'est trompé sur quelque chose. Alors je reprends. Alors juste pour voir s'il y a un message, voilà, bin, broker list. Comment ça se fait? Voilà, broker producer sh broker list. Il y a un message d'erreur. Hein. Alors, bin, Kafka console, producer, broker list, localhost 90-92, topic c'est test 1. Alors je reviens au broker, il est bien démarré. C'est bien 90-92. Pour ne pas chercher comme ça, je vais faire modifier, sélectionner tout, copier. Sur un bloc-notes, CTRL V, CTRL F, 90, c'est pas normal, il n'a pas logué le message, localhost, je remonte en haut et je cherche CTRL F 90, voilà, 90 92, voilà, c'est bien ça le port utilisé, donc pas de problème. Alors maintenant, pourquoi il n'arrive pas à se connecter? Est-ce que alors Kafka producer, broker list, localhost 90-92, non topic. Alors je reprends. Kafka console producer, broker list, localhost 90-92. Il y a un petit souci. Je laisse comme ça. CMD. En tout cas, donc sous Windows, parfois des petits problèmes. Alors, je vais reprendre ici. C'est des tools.
CD Kafka. Celui-là dans le dossier. Donc je vais utiliser donc bin. Alors bin slash Kafka Windows slash Kafka console producer. Et après broker list, c'est bien localhost 2.90.92 et après topic c'est test 1. Voilà. Alors qu'est-ce que vous voyez là? Donc ici je vois il vous affiche voilà, il attend d'envoyer des messages si vous voulez. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais afficher, voilà, qu'est-ce que vous avez dans cette fenêtre. Ça c'est le consumer que j'ai démarré et ça c'est le producer. Ok. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que le producer il est là, le consumer il est là. On va faire des tests. Je vais écrire le message, je sais pas, bonjour. Alors le message ici, vous voyez ici donc le message. Donc c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train d'envoyer un message vers le topic et après dans ce topic là, il y a un autre producer qui fait des pools qui consomme les topics et après vous faites des tests. Vous voyez, A, B, C. Vous écrivez des messages. En tout cas, tout ce que vous écrivez là, c'est ce qui est sûr, c'est que il va être consommé ici. D'accord? Alors maintenant, ici, bon, c'est juste des petits outils qui sont fournis par Kafka, avec lesquels vous pouvez déjà démarrer. C'est juste pour faire un premier test. C'est quoi l'objectif du premier TP, si vous voulez? Démarrer Zookeeper, démarrer Kafka Broker, et après créer un topic et le configurer, et après un Kafka Producer, et vous lancez un Kafka Consumer, vous lancez un Kafka Producer, vous produisez des messages manuellement via une console et vous vérifiez que ce message-là arrive bien à votre consumer. Il se trouve que maintenant, ça c'est deux applications différentes qui peuvent être démarrées dans deux machines différentes. C'est bon? C'est clair? Bien. Alors maintenant, ça c'est le test. Alors maintenant, ce qu'on va faire, donc je vais arrêter CTRL-C, j'arrête Kafka Consumer, j'arrête aussi plutôt Kafka Producer également, et je continue. Alors maintenant, on va passer vers comment créer maintenant des applications Java qui permettent de faire ça, c'est-à-dire créer un consumer et un producer, et après on va faire notre propre test. Alors, juste avant de vous montrer ça, comment démarrer un cluster Kafka. Alors, si vous voulez démarrer un cluster Kafka, il va falloir créer donc un fichier de configuration pour chaque instance. Alors, chaque instance possède son propre fichier server.properties. Alors, par exemple, si vous voulez démarrer tout ça dans la même machine, dans le dossier config, vous allez créer un fichier server1.properties et un fichier server2.properties. Et après, dans le fichier server1.properties, il faut changer un certain nombre de paramètres. D'abord, broker ID. Chaque broker, chaque instance que vous allez démarrer, il faut lui donner un ID, manuellement. Alors ça, ce problème-là, on ne l'avait pas dans Hazelcast. Hazelcast, vous démarrez, il fait un broadcast, c'est-à-dire il y a un auto soi-disant une autodistribution des identificateurs de chaque nœud, de chaque membre. Alors ici donc il faut donner pour chaque broker, il faut lui donner le ID. Il faut également lui donner en quelque sorte le port. Alors sur le fichier de configuration, il y a une ligne listeners dans laquelle vous spécifiez comme quoi ce broker-là, il va écouter sur le port 90-93. Et après, vous lui spécifiez son dossier de log, puisqu'il va loguer les messages.
Alors tout ça, c'est en principe, c'est des choses que vous allez trouver dans le fichier server.properties. Alors pour le fichier server.properties, vous allez changer. Ici, vous mettez 2. Là, vous mettez par exemple 90-94 pour le deuxième broker. Et après, le dossier log, vous le mettez dans un autre dossier. N'est-ce pas? Et après, par la suite, pour pouvoir démarrer maintenant votre cluster, vous faites ça. C'est Kafka Server Start. Le premier, vous lui donnez comme paramètre server1.properties. Et le deuxième, vous lui donnez server2.properties. Alors, qu'est-ce que vous venez de démarrer maintenant? Vous avez démarré, il faut d'abord démarrer bien sûr Zookeeper au premier lieu. Vous démarrez un broker, un deuxième broker, et vous pouvez démarrer plusieurs brokers. Alors, avec ça, vous pouvez démarrer un cluster. Okay? Mais dans NoTP, dans notre pour la suite, donc on va supposer que nous avons un broker, mais après, par la suite, vous pouvez démarrer plusieurs instances du broker. Alors, mais ça c'est également, si vous cherchez dans les outils qui permettent de faciliter comment démarrer un broker de plusieurs instances, vous voulez démarrer un cluster avec plusieurs instances de Zookeeper et plusieurs instances de brokers, le moyen le plus simple c'est de le faire via Docker. Alors Docker, il y a un fichier Docker Compose que vous pouvez télécharger. Bon, ce fichier-là, eh bien, tout simplement, il contient déjà un peu, en quelque sorte, le cluster, la configuration du cluster. Vous voyez donc ici, qu'est-ce que je vois? Je vois donc je vois ici l'environnement, ici Zookeeper, Zookeeper Servers. Donc on va démarrer 3 instances de Zookeeper. Le premier va utiliser le port alors le port c'est 13 8888, le deuxième c'est 23 888, le troisième c'est 33 888. Donc c'est-à-dire, en quelque sorte, ici je suppose que le fichier de configuration, il me permet de démarrer 3 instances de Zookeeper. Et là, je peux spécifier les numéros de port de chaque instance. Et après, ça c'est Zookeeper, plutôt ça c'est Zookeeper 1 qui va démarrer sur le port 12188. Ça c'est Zookeeper 2 qui va démarrer sur 22188, etc. Zookeeper 3, ça config. Kafka 1, le broker 1, il va utiliser le port 190-92. Le broker 2 va utiliser le port 290-92. Le broker 3 va utiliser 390-92. Alors ça veut dire que ça c'est un fichier de configuration de Docker Compose. Une fois que, si vous avez ce fichier là, généralement c'est un copier-coller, c'est un fichier que vous pouvez télécharger pour pouvoir démarrer. Non, c'est-à-dire que ce qu'on vient de faire tout à l'heure, au lieu de démarrer le cluster élément par élément, vous avez un fichier dans lequel vous allez décrire votre cluster dans un fichier Docker Compose, c'est un fichier texte de configuration, et après vous utilisez la commande directement Docker Compose. Donc si vous voulez démarrer maintenant votre cluster, il suffit de taper la commande Docker Compose app. Vous démarrez le cluster. Automatiquement, regardez ce qu'il va faire. Il démarre la première instance de Zookeeper, il démarre la deuxième, il démarre la troisième, il démarre les 3 instances de Kafka. Donc vous voyez, donc mais là on est en train de passer via Docker. Mais comme vous n'avez pas vous n'avez pas l'habitude de travailler avec Docker, mais quand même vous devrez le savoir. C'est-à-dire en prod, c'est comme ça qu'on travaille. Quand vous voulez démarrer un cluster, globalement on le fait via ici, donc c'est le Docker Compose, donc, qui permet d'automatiser le démarrage d'un cluster. En tout cas, donc, dans le support, vous allez trouver donc ce fichier-là. Et si vous avez tous les outils de Docker qui sont installés, donc vous pouvez le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que Docker, après, si vous faites stop, il va stopper tous les éléments. CTRL-C, il arrête. Hein? Donc, c'est-à-dire, il arrête tout le cluster. Vous démarrez le cluster, vous arrêtez le cluster, et vous avez pratiquement l'automatisation de démarrage, d'arrêt, etc.
Euh, si vous utilisez encore Kubernetes, ça après, c'est automatisé. Donc, c'est-à-dire, il faut savoir qu'en prod, c'est pas, on ne va pas se balader manuellement, l'administrateur, il ne va pas démarrer instance par instance. C'est tout simplement, c'est tout dans un fichier de configuration. Vous tapez, voilà, Docker Compose App, ça démarre le cluster et après, vous pouvez passer aux applications. C'est clair? Alors, si vous voulez tester la tolérance aux pannes, si vous démarrez un cluster, ok, vous pouvez par exemple forcer l'arrêt si vous voulez, d'une instance, d'un broker, et vous essayez donc de consommer toujours les messages d'un topic par exemple, et vous trouverez que ici, quand il y a au départ, quand il y a par exemple si vous avez un topic qui utilise deux partitions, vous pouvez voir à un moment donné que la partition 1 elle est dans le premier broker et la partition 2 elle est dans le deuxième broker. Okay? Quand vous arrêtez, vous forcez l'arrêt d'une instance, vous regardez encore, il va vous dire voilà, la partition 1 elle est plutôt la partition 0, c'est-à-dire que la partition, je répète, si vous avez deux brokers et vous avez deux partitions, d'accord? Et plutôt vous avez un topic en deux partitions. La première partition dans le premier broker, la partition 0, et la partition 1 dans le deuxième broker, d'accord? Mais il y a un réplica. Le réplica de la partition 0, il est dans le broker 1. Et le réplica de la partition 1, il est dans le broker 0. Si vous arrêtez, donc quand vous affichez, vous dites le broker 1, il est leader, c'est ce qu'on appelle un leader. Il est leader de la partition 0, alors que le broker 2, il est leader de la partition 1. Si vous arrêtez le broker 2, et bien tout simplement le broker 1, il devient également leader de la partition 1. C'est-à-dire on ne perd jamais les données. Donc ça également c'est un petit test que vous pouvez faire pour vérifier, pour tester comme quoi quand vous forcez l'arrêt d'une instance de Kafka Broker, automatiquement on fait un switch vers Une migration. voilà. Il ne s'agit pas en fait de migration, mais plutôt c'est qu'il y a un broker qui devient leader de la partition qui vient d'être perdue. Il dit que donc on garantit que notre système est tolérant en panne. Donc ça c'est une des caractéristiques. Mais ça vous pouvez le faire si vous voulez. Bien, alors ça c'est la première partie. Le concept, comment démarrer un broker Kafka manuellement avec Zookeeper, comment démarrer un cluster Kafka en utilisant Docker, Compose. Alors maintenant, on va passer à l'essentiel pour nous, c'est parce que notre objectif, c'est comment créer des applications, des microservices qui permettent d'échanger des messages. Donc, on va essayer donc de voir comment faire ça dans Java. Ok?